Bonjour à tous. Alors, on est le 10 septembre 2025, il est 10 heures, et c'est le moment idéal pour faire cette vidéo, parce que c'est le jour où il y a eu l'appel «Bloquons tout». Et donc, il y a les manifestations qui commencent partout en France. Et donc, comme ces manifestations reposent sur le déséquilibre général, c'est le moment qui est adéquat pour parler de l'équilibre général qui a été rompu par le financiarisme, par la financiarisation de l'économie après le renforcement du néolibéralisme dans les années 80, qui a progressivement rogné cet équilibre général, amenant à cette insatisfaction générale. Vous voyez dans ce graphique, alors je sais, j'aurais dû l'inverser, j'ai mis à gauche ce qui devrait se trouver à droite, j'ai mis le communisme à droite et puis le financiarisme à gauche. C'est évidemment illogique, j'y ai pas pensé parce que moi j'ai pas ces idées politiques. Pour moi la gauche et la droite sont des notions absurdes. Je suis plus pragmatique que ça et donc je n'y ai pas pensé quand j'ai fait le graphisme. Nous sommes ici, comme vous le voyez. Et donc ça crée en conséquence une élite riche, de l'inégalité, une initiative limitée puisque ce sont les plus riches qui accèdent au capital, comme à l'époque de la monarchie, sous le féodalisme, où nous étions jusqu'avant la Révolution, où le pouvoir était central, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'initiative individuelle. C'était une petite caste de privilégiés qui accédaient à l'argent et les pauvres se contentaient de vivre comme ça, avec quasiment aucune possibilité de s'extraire de leurs conditions. Et nous sommes arrivés au financiarisme, nous avons développé l'économie, on s'est hissé vers le capitalisme et on a dévié vers la gauche parce que à partir des années 70, comme l'industrie ne rapportait plus, comme on l'a vu dans les autres précédentes vidéos, le travail ne rapportait plus, alors on a favorisé le capital pour générer de l'emploi. Et donc ça fait qu'on a de plus en plus favorisé le capital, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui a pris le pas sur le libéralisme, qui lui est la capacité de l'individu de s'extraire de sa condition, son droit à s'extraire de sa condition. Et donc on a mis des contrats de travail de plus en plus durs, on est arrivé jusqu'au CDI, qui fait que désormais l'ouvrier il appartient littéralement à la société. On est prisonnier de notre condition. Sous prétexte de protection du salariat, on l'a carrément rendu prisonnier de sa condition. Aujourd'hui, objectivement, si vous avez une bonne idée, mais pas la capacité de la mettre en place, vous avez peu de chances de l'avoir émergé. Et si vous vous dites que vous allez économiser pendant 5 ans, vous allez ramer et tout pour en disposer, eh bien, le temps que ça se fasse, c'est trop tard, vous êtes marié, vous avez 2 gosses, vous avez un crédit immobilier sur le dos, vous travaillez 40 ans jusqu'à la retraite, et puis c'est fini, puis votre vie, c'est fini comme ça. Votre initiative est très très limitée. Alors qu'à contrario, si vous avez une mauvaise idée, mais que vous avez les moyens de la porter, alors elle va au contraire émerger très facilement, parce qu'elle va accéder à cet environnement financiarisé. Et donc ça, c'est une inégalité qui est absolument énorme et qui s'est aggravée au fil du temps. Et donc nous nous retrouvons dans cette position alors que nous devrions être là. Nous aurions dû continuer d'aller vers le capitalisme, c'est-à-dire la distribution de la création de richesse, que l'ouvrier qui travaille dans l'outil de production appartenant à ceux qui contrôlent le capital soit rémunéré à sa juste hauteur, de sorte que le travail est rémunérateur, qu'il apporte un épanouissement, une qualité de vie. Aujourd'hui, tout le monde le sait, et c'est là l'origine des troubles qu'il y a dans la rue. Le travail ne paye plus, on ne peut plus se développer. Vous avez des couples qui travaillent, les 2 travaillent à 100%, et les gens ne s'en sortent pas. Ils n'arrivent pas à faire le tour. Ils se privent de tout.
Et donc ça, ça montre bien que le système ne fonctionne plus, puisque ceux qui travaillent ne gagnent plus leur vie, alors que ceux qui possèdent l'outil de production se sont surenrichis au point que ces 8 dernières années, seulement ces 8 dernières années, le capital des 500 plus grandes fortunes représentait il y a 8 ans 20% du PIB, aujourd'hui c'est 45,8%. Pour donner un ordre de grandeur, en 1996, le capital des 500 plus grosses fortunes représentait 6% du PIB. Nous sommes passés, depuis en 30 ans, de 6% à 45% du PIB. Rendez-vous compte le surenrichissement des riches, la masse d'argent que ça représente. Et c'est pas particulièrement de leur faute, hein, je veux dire, c'est que le système s'accroche comme ça à l'idée de l'emploi au modèle du XXe siècle, et donc on favorise l'emploi à donf, on distribue de l'argent parce que le but c'est de travailler. Le travail c'est la richesse, alors que les gens crèvent de plus en plus. Et donc ça fait qu'on se retrouve dans un système où tout est financiarisé. On a d'un côté les riches, puis de l'autre côté les pauvres qui subissent ce système, au lieu de nous retrouver ici. Et donc voilà, vous voyez dans ce graphique d'où vient le trouble, le déséquilibre général, cette inégalité de traitement qui parasite la société. La taxe Zuckman dont on parle aujourd'hui est l'expression de la quête de ce retour à l'équilibre général. L'équilibre général, c'est quelque chose qui est inhérent à la France. Il faut le savoir. Elle a quand même eu 2 prix Nobel d'économie, des prix Banque de Suède, Gérard Debreu en 1983 et Maurice Allais 5 ans plus tard, pour leurs travaux sur l'équilibre général. L'équilibre général, c'est quoi? C'est lorsque tout le monde est satisfait dans la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de riches et puis qu'il n'y a pas de pauvres. Il y a des pauvres, il y a des riches, mais la société fonctionne et on s'en satisfait. C'est l'équilibre général. Et ça, ça a été rompu, l'insatisfaction est totale. Les hyper riches se hyper enrichissent très vite, pendant que les pauvres s'appauvrissent, ils sont de plus en plus nombreux, la classe moyenne inférieure devient pauvre, la classe moyenne supérieure devient riche, cet équilibre général n'existe plus. Si vous n'avez plus les moyens d'accéder à du capital, vous coulez. C'est simple, vous n'avez plus la capacité de vivre. Et on surexploite, on surtape sur les pauvres en permanence, par exemple avec le RSA, où désormais vous devez même fournir 15 heures par semaine, en échange du RSA qui est pourtant indu. Et si vous ne le faites pas, on vous sucre le RSA, on vous le descend. Et donc c'est bien du travail obligatoire, c'est bien de la contrainte à l'esclavage. C'est de l'esclavage. C'est ce qu'on appelle le travail obligatoire. Et alors pendant que les riches se gobergent, qu'on leur distribue des masses de dettes souveraines, et donc évidemment l'insatisfaction règne, et ça engendre ce genre de manifestations, et des propositions comme la taxe Zuckman, qui en soi est une solution, c'est une solution de rétablissement partiel de l'équilibre général. La taxe Zuckman, c'est quoi? C'est de taxer forfaitairement, j'allais dire arbitrairement, mais c'est plutôt forfaitairement, lorsque l'imposition des personnes possédant un patrimoine de plus de 100 millions d'euros n'a pas atteint 2%. Et donc, ça veut dire que si vous avez un patrimoine de 100 millions, vous devez payer 2 millions d'impôts au moins. Vous en avez payé qu'un, et bien la taxe Zuckman fait que vous allez en payer un de plus. Voilà, c'est ça la taxe Zuckman. Maintenant, imaginez, vous gagnez bien votre vie, vous avez 150 000 euros par an de revenus, de salaire, vous avez payé 40 000 euros d'impôts, et vous avez un patrimoine de 100 millions et 28 centimes d'euros. Vous avez hérité une fortune familiale d'un portefeuille qui valait 30 millions d'euros. Et ce portefeuille a explosé après la crise de 2008, et maintenant il représente 100 millions d'euros. Et donc ça fait que vous devez payer 2 millions d'impôts. Vous en avez payé 40 000. Vous gagnez 150 000 euros par an,
D'après la taxe Zuckman, vous devez donc encore 1 960 000 euros. Vous les prenez où? Vous gagnez 150 000. Vous devez encore 1 960 000 euros d'impôts. C'est une question. Et c'est pas un cas imaginaire. Parce que ce qui se produit là, votre fortune est passée de 30 millions à 100 millions à cause de l'effet Cantillon. Richard Cantillon, c'est quelqu'un qui est un des piliers de la théorie quantitative de la monnaie, qui dicte qu'un apport de monnaie fait monter les prix. Alors, certains ne sont pas d'accord, mais pourtant, dans les faits, on voit que c'est vrai. Et la particularité, les prix, c'est tous les prix. C'est pas seulement le prix des tomates en magasin. Et dans la finance, ça se traduit par un phénomène de concentration de la richesse. Parce que plus la monnaie se déplace vite, plus les prix montent rapidement. Et donc, ça fait que certaines valeurs qui sont plus appétantes que d'autres pour les investisseurs vont capter plus de la surabondance de monnaie qu'on a injectée lors de la crise de 2008 pour la résoudre. Et donc, c'est quelques valeurs qui attirent plus l'appétit des investisseurs, qui sont gavés d'un apport frais d'argent, vont prendre de la valeur, puis puisqu'elles prennent de la valeur, elles sont plus appétantes, donc elles attirent plus d'argent, et donc elles prennent plus de valeur de plus en plus vite, et ça fait gonfler, ça fait s'envoler les valeurs. Pour la première fois, on a des valeurs qui ont dépassé les 3000 milliards de capitalisation avec Nvidia. Le jour où Apple avait dépassé 1000 milliards, mais moi j'hallucinais. Je me suis dit, mais c'est incroyable de penser qu'une société puisse dépasser 1000 milliards. Et aujourd'hui, on a dépassé les 3000. Et c'est quelque chose qui est absolument abominable. C'est une vraie folie. Et donc il suffit que dans votre héritage, vous ayez un bon paquet d'actions Apple que papa avait eu bonne idée d'acheter dans les années 80, et puis voilà, elles ont pris de la valeur, elles représentaient 30 millions, et puis là, depuis la crise de 2008, et voilà, vous êtes riche. Très 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 riche. Vous avez un énorme patrimoine, mais c'est un patrimoine qui ne vaut rien, puisque c'est que du papier. Si vous mettez tout en vente, vous pourriez faire baisser le cours. Donc c'est parce que c'est ça la clé. C'est toutes ces valeurs ont de la valeur tant que les gens les gardent. Et donc ça fait qu'on a des gens comme Bernard Arnault, qui a été un temps l'homme le plus riche du monde, parce que sa société a pris tellement de valeur, parce qu'elle inspire confiance, parce qu'elle est appétante pour les investisseurs, qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde. Mais si en réalité il vendait ses parts, s'il les mettait sur le marché, le cours s'effondrerait, et donc il serait de moins en moins riche avant même d'avoir vendu. Vous voyez la chose. Donc c'est du patrimoine virtuel. Et cette part virtuelle du patrimoine, on ne sait pas la quantifier. On sait qu'un jour il va y avoir une rectification, que le marché va s'effondrer, on le sait, c'est obligatoire, ça va détruire des milliers de milliards de valeurs, mais on ne sait pas quand. Et donc ça fait que cette inégalité, tout ceci a engendré de l'inégalité, parce que ce patrimoine qui vaut des tombereaux de milliards, eh bien vous pouvez emprunter dessus pour investir. Et donc ça fait que vous pouvez vous surenrichir. Plus vous avez de cette fortune virtuelle qui vaut rien, plus vous pouvez emprunter à la banque en mettant ce portefeuille en garantie, et donc plus vous pouvez investir, et donc plus vous pouvez monter des empires, et donc plus vous vous hyper enrichissez. Et c'est ce qui s'est passé, et donc ça fait que, et tout ça c'est de plus en plus inaccessible au commun des mortels, qui se trouvent de plus en plus relégués dans des castes inférieures. Et ça c'est le déséquilibre général. Et la taxe Zuckman vise à le rétablir, mais ce n'est évidemment pas une solution. C'est une micro-solution visant à résoudre très partiellement une petite inégalité, histoire d'amener plus d'argent dans les caisses de l'État, qui aujourd'hui fait du déficit budgétaire. On a vu dans les précédentes vidéos pourquoi les aides sociales ne contribuent pas, elles ne participent pas au déficit budgétaire, ça c'est un mythe. Baisser les aides sociales ne va faire que réduire les rentrées fiscales et donc augmenter le déficit les exercices suivants.
Les aides aux entreprises sont massives, parce qu'en réalité, c'est au titre de l'emploi. C'est au point qu'aujourd'hui, quand vous avez un projet quelconque d'entreprise, si c'est pas écrit cela va créer tant d'emplois, vous n'aurez pas de subvention. Et c'est pas que vous aurez des millions de subventions pour créer 2 emplois. Non, non, vous aurez maxi temps par emploi. Hein, si vous voulez avoir 3 millions, il faut promettre de créer 24 emplois. C'est vraiment, ça fait que la France ne crée plus de richesse. Elle ne crée plus de richesse depuis plus de 50 ans, parce que désormais la richesse c'est l'emploi. Et donc c'est un emploi qui ne rapporte plus rien, puisque le travail, on l'a vu dans une précédente vidéo, est le moyen le plus inefficace de créer de la richesse. Et donc, comme l'emploi c'est la richesse, eh bien on subventionne massivement l'emploi. Et ça fait que toute possibilité de création de richesse, si vous n'avez pas les moyens de financer par vous-même, vous n'obtiendrez pas l'argent nécessaire pour réaliser votre projet. Et ça fait que la France se refuse, tout simplement, toute possibilité de création de richesse, sous prétexte que cette création de richesse n'est pas génératrice d'emploi. Et donc, ça fait qu'on a ce déséquilibre général, parce que tout l'argent part dans l'industrie obsolète, dans l'économie obsolète du XXe siècle, privant l'économie du XXIe siècle de la ressource dont elle a besoin, et ce, uniquement au principe que tout le monde doit travailler. Ce qui fait que non seulement d'un côté, on enrichit les riches en leur distribuant de l'argent parce qu'ils fournissent de plus en plus d'emplois de plus en plus merdiques, mais de l'autre, on empêche l'économie du XXIe siècle de se développer, et par-dessus le marché, la ressource cognitive que constitue la population, c'est-à-dire qu'on a éduqué la population au cours du XXe siècle grâce à la formidable croissance. Quand on a introduit le modèle reposant sur le travail, la population était massivement fruste et inculte. Elle savait peut-être lire et écrire, une fraction de la population, mais tout le monde ne parlait même pas le français, et ils savaient plutôt mal lire et écrire. Hein. Les compétences étaient limitées, chacun n'avait que sa force de travail. Et au fil du XXe siècle, la cognition s'est envolée. Et aujourd'hui, on exploite cet individu qu'on a éduqué, qu'on a élevé, à qui on a fait accéder à la culture, on l'a fait à s'intéresser comme une machine-outil. C'est un gaspillage énorme qui nous prive de la possibilité de développer le secteur quaternaire, qui est l'économie du XXIe siècle, qui est la nouvelle couche socio-économique du XXIe siècle. Par le passé, l'économie il n'y avait que le secteur primaire, c'est-à-dire on ramassait, on extrayait de l'or, on avait de l'agriculture, c'était vraiment, on consommait du charbon, du bois, tout ne venait que de la terre, c'était le secteur primaire. On a créé le secteur secondaire avec la révolution industrielle. Il y en a eu des bribes auparavant, hein. Le forgeron dans un village, c'était déjà du secteur secondaire. Mais il a pris son ampleur avec la révolution industrielle, ce qui a amené le secteur tertiaire, parce qu'on a eu besoin de gérer la ressource humaine, on a développé des systèmes assurantiels, on a développé, etc., etc. Il y en avait déjà auparavant. Parce que avant, quand le forgeron il avait un salarié, il avait déjà des ouvriers, c'était des tâcherons, c'était des apprentis, mais peu importe. Ça veut dire qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient dans le futur tertiaire, c'était les bribes du tertiaire. Mais avec la révolution industrielle, le tertiaire a explosé. Et aujourd'hui, la révolution industrielle a apporté la richesse nécessaire à tous pour se développer. Et donc, ça fait qu'on se retrouve avec la nécessité de développer le secteur quaternaire qui existe déjà depuis longtemps. Il y a toujours eu des marginaux, il y a des gens qui vivent d'une économie plus solidaire, plus locale, plus interactive, c'est plus inclusive. Ça a toujours existé. L'ESS est un des pans du secteur quaternaire et il représente aujourd'hui une part considérable de l'économie. Donc c'est pas que ça n'existe pas, mais le secteur quaternaire va prendre le pas sur le tertiaire, qui avait pris le pas sur le secondaire, qui a pris le pas sur le primaire. Et donc c'est énorme.
quand on dit que la France est désindustrialisée parce que l'industrie ne représente plus que 10% du PIB. C'est vrai, mais elle n'est pas désindustrialisée pour autant. Elle n'a jamais produit autant de richesses industrielles. Jamais. Seulement l'économie s'est beaucoup diversifiée. En 1970, l'agriculture représentait 6%. Aujourd'hui, c'est 2%. On produit pas moins d'agriculture. Donc, c'est bien la démonstration que, en réalité, c'est juste que l'économie s'est amplifiée, elle s'est diversifiée. Ça a dilué la part de chaque production au sein de l'économie. Et donc, forcément, l'industrie représente beaucoup moins, même si en valeur absolue, elle n'a jamais été aussi florissante. Et seulement comme la population s'est développée, comme l'économie s'est développée, ben cette part d'industrie ne suffit pas pour alimenter tout le monde par le modèle économique reposant sur le travail du XXe siècle. Il faut maintenant ajouter le secteur quaternaire. C'est-à-dire que au XXe siècle, l'économie reposait surtout sur le secondaire et le tertiaire. Au XXIe siècle, elle va reposer surtout sur le tertiaire et le quaternaire. Et puis, dans l'avenir, il y aura peut-être de nouveaux secteurs qui vont apparaître. Allez savoir, c'est possible, parce qu'avec on va coloniser l'espace, ça va ouvrir de nouvelles possibilités, évidemment. Et donc là, il s'agit aujourd'hui de développer ce secteur quaternaire qui nécessite pour cela une participation de la population. Donc, pour disposer de la masse à constituer en nouvelles couches socio-économiques, il faut que chaque emploi qui peut être automatisé ou supprimé, tout simplement supprimé, quitte à réorganiser la production. Vous avez une production, vous avez des salariés. Si vous produisez autrement, vous pouvez virer des salariés. Eh bien, faut produire autrement puis virer les salariés. Faut libérer du travail le plus de gens possible et structurer ce secteur quaternaire. C'est la condition sine qua non au retour à l'équilibre général. Et ça, mais ce n'est qu'un des éléments. Pour retrouver cet équilibre général, il faut que la fiscalité soit juste et que l'accès au système social soit juste. Parce que c'est l'équilibre général, c'est la qualité de vie de tout le monde. Être pauvre, pourquoi pas, mais à condition d'être soigné, d'avoir accès à l'éducation, de pouvoir prendre de temps en temps des petites vacances. C'est la possibilité d'accéder à Internet, de regarder la télé, peu importe. Je veux dire, c'est ça l'équilibre général. C'est que tout le monde accède au minimum essentiel correspondant à notre époque. Et pour rétablir ça, ça veut dire qu'il faut une nouvelle redistribution de la création de richesse. Et puis, il faut une fiscalité qui est adaptée au XXIe siècle. Parce qu'au XXIe siècle, pour ne pas payer d'impôts, c'est facile. Il suffit de déporter son revenu ailleurs. Imaginez que vous investissez, vous avez fait évader vos fonds par un moyen ou par un autre à Singapour. Puis à Singapour, vous avez une société qui possède des sociétés offshore à gauche à droite, et donc qui vous verse un revenu sur un compte à Singapour. Puis vous, vous accédez à ce compte avec un simple bout de plastique. Voilà, c'est tout. Et le fisc français n'en a aucune connaissance, aucune. Si vous le déclarez pas, le fisc français n'a aucun moyen de le savoir, aucun moyen. C'est vite vu. Donc vous accédez facilement à cet argent et vous ne payez pas un sou d'impôt dessus. Vous payez les impôts qu'en tant qu'étranger vous allez payer à Singapour. Voilà, c'est ça le truc. Et on en est là. Quand on a introduit le système fiscal du XXe siècle, reposant sur le revenu, il était très difficile de déporter son revenu. L'optimisation fiscale existait, mais elle était limitée. À l'époque, les riches, ils vivaient là où ils avaient leur usine, hein. Il y avait le village avec les habitants, la boulangerie appartenait à l'usine, l'épicerie à l'usine, la quincaillerie à l'usine, la plupart des maisons appartenaient à l'usine, il y avait l'immense usine, puis sur la colline au-dessus du village, il y avait la maison du patron de l'usine, qui était le gros riche. Et donc ça fait que à l'époque, l'optimisation fiscale était très limitée. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec les communications modernes, avec la rapidité des déplacements, pourquoi il y a autant de jets d'affaires? C'est parce que les affaires des riches sont à l'étranger, où ils ne sont pas soumis aux impôts français, où officiellement ils n'ont aucune activité, où ils ne déclarent que certaines activités qui justifient leur déplacement,
Mais le gros de leur activité est non déclaré. Et donc, ils ont des énormes revenus sur lesquels ils ne payent pas d'impôts et auxquels ils accèdent par des cartes spécifiques. Ils ont comme la Centurion. Et la Centurion, allez regarder les conditions d'obtention d'une Centurion, je veux dire, on parle de sommes qui sont considérables quand même déjà. Et il y en a encore au-dessus, hein, je sais plus, hein, il y a les cartes platine, enfin, il y a des machins, voilà, qui sont vraiment très exclusifs. Et donc ça fait que pour rétablir cet équilibre général, il faut adapter l'impôt au XXIe siècle, comme on l'a fait au début du XXe siècle. Au XIXe siècle, il y avait l'impôt sur les portes et fenêtres. C'est-à-dire qu'on comptait on comptait le nombre de portes et de fenêtres que comportaient les immeubles, puis on taxait ça. Et donc c'est une sorte d'impôt sur l'immobilier. Et c'est pour ça qu'il y a des tas d'anciennes maisons où les fenêtres sont en trompe-l'œil, c'est des peintures. On a muré la fenêtre pour faire des économies, et puis on n'a pas une fenêtre en trompe-l'œil pour que ce soit pas vilain, quoi. C'est aussi pour ça qu'à Paris, une seule porte donne sur plusieurs maisons. Vous avez un même escalier pour plusieurs immeubles. Parce que ça faisait des économies. Les propriétaires s'entendaient entre eux, où ils achetaient plusieurs immeubles et puis ils les modifiaient pour avoir un seul escalier pour plusieurs immeubles, pour ne payer qu'un escalier. Mais ce système a pris fin avec l'explosion de la révolution industrielle au XXe siècle, et donc on a mis en place l'impôt sur le revenu. Cet impôt sur le revenu, aujourd'hui, il est obsolète. Alors, moi, j'ai imaginé l'impôt adapté au XXIe siècle sur le niveau de vie. Parce que ce qui importe aujourd'hui, au XXIe siècle, plus que toute autre chose, c'est la mixité sociale. Il faut que les riches vivent autant que possible avec les gens, avec les gens normaux, avec les communs. Et il faut aussi que les riches qui vivent en riches aient la possibilité de bénéficier d'échappatoires si leur comportement est social. C'est-à-dire que qu'ils ont dans leurs attitudes, dans leurs agissements, des conséquences favorables, positives pour la société. Et comment on établit ça? Eh bien, on connaît le niveau de vie des gens. Est-ce que vous vous déplacez dans une Rolls avec chauffeur? Oui ou non? Et peu importe à qui appartient la Rolls, parce qu'aujourd'hui, oui, mais c'est pas la mienne, c'est celle de mon amie la baronne. Et donc voilà, c'est pas votre Rolls. Vous roulez en Rolls avec chauffeur, mais c'est pas la vôtre. Et donc du coup, ça n'entre pas dans votre patrimoine. C'est pas votre patrimoine. Et ça en réalité, c'est une escroquerie parce que celui qui roule en Rolls avec un chauffeur, il s'en fout qu'elle soit à lui ou pas. Lui, il roule en Rolls avec un chauffeur. C'est pareil pour le jet privé. Vous voyagez en jet privé? Oui, mais c'est pas le mien, c'est celui d'un ami, c'est blablabla, je le loue. Mais peu importe. Vous volez en jet privé. Peu importe la magouille que vous avez fait derrière pour qu'il soit pas à vous, ça n'a rien à voir. Vous volez en jet privé. Vous avez cet avantage. Et c'est comme ça pour tout. Donc on établit le niveau de vie d'une personne global par rapport à sa situation. Et donc on définit avec des degrés, Rolls avec chauffeur, château, jet privé, blablabla, collection d'art, et tout ça, ça s'ajoute, et on établit forfaitairement un impôt annuel qui sera ensuite modulable par des droits. C'est-à-dire que le riche qui a un comportement écologique, favorable, socialement favorable, va pouvoir acquérir des droits qui lui seront opposables sur son revenu imposable, de manière à baisser ses impôts. Plus le riche sera favorable au fonctionnement de la société, plus il aura un comportement social et ou écologique, et moins il paiera d'impôts. Et donc ça fait que il peut être milliardaire, et s'il vit comme des gens normaux, il paye comme des gens normaux, même s'il est milliardaire. Et s'il veut vivre dans un manoir, derrière des hauts murs, dans un quartier cossu, etc., il paye en conséquence. Voilà. Et ça fait qu'il ne peut plus
exporter son revenu, puisqu'il ne rentre plus en ligne de compte. On peut conserver une part d'impôt sur le revenu, disons 10%. On taxe le revenu à 10%. 10%, ça fait que ce n'est plus rentable d'établir un système d'optimisation fiscale à l'étranger. Si l'impôt sur le revenu est à 10%, vous ne pouvez plus l'optimiser fiscalement. Parce que d'optimiser fiscalement son revenu, avoir une société à Singapour, déporter les sièges sociaux de ces sociétés en Irlande, etc., etc., tout ça, ça coûte très cher. C'est un coût. C'est un vrai coût. Et donc, si vous payez 40% d'impôts, 45% d'impôts sur 1 million, ça vaut la peine. Parce que de mettre que 100 000 euros, vous allez en gagner 300 000, voilà. Mais si vous gagnez, si vous ne payez plus que 100 000 euros d'impôts, ça vaut pas la peine de mettre 100 000 euros pour économiser. Donc ça fait que, en réalité, on met fin à l'évasion fiscale avec ce système. Donc on met l'impôt sur le revenu à 10%, de sorte qu'on le rend supportable. On ajoute l'impôt sur le niveau de vie forfaitaire et on ne triche pas. C'est-à-dire qu'on établit le niveau de vie de la personne, puis on redescend de 3-4 degrés pour être sûr qu'on nous dise pas qu'on a exagéré. Voilà, plomb. Et hop, on a le niveau forfaitaire de taxation. Et après, cette personne peut encore réduire son impôt en ayant des investissements qui sont favorables au développement social, qui sont en ayant un comportement qui réduit son empreinte écologique, ou qui réduit l'empreinte écologique d'autres gens autour de lui, et qui de manière documentée. Et donc pour ça, on met en place un système avec des associations. C'est un moyen de financer des associations. Une association qui voudrait se financer par ce moyen va se faire agréer, c'est-à-dire qu'on va former des gens pour ça, et elle va lui fournir des certificats. Son rôle sera d'aider à créer le document qui lui permettra ça. Et là-dessus, j'ai même imaginé le coefficient d'inégalité. C'est-à-dire que le coefficient d'inégalité, c'est plus la société est inégalitaire, puis plus on paye d'impôts. Si la société n'est plus inégalitaire du tout, à la limite, on paye plus du tout d'impôts. Mais ça veut dire que, disons qu'il y a un peu d'inégalité, le coefficient d'inégalité est à 1,2, donc vous êtes fiscalisé à hauteur de temps, vos impôts, vous devez 100 000, le coefficient d'inégalité est à 1,2, on fait 100 000 fois 1,2, vous payerez 120 000. Quand l'inégalité a été compensée, que la société est équilibrée, qu'on est revenu à l'équilibre général, le coefficient est à 0,8, vous devriez payer 100 000, vous allez payer que 80 000. Et là, on est équitable. Et ça a le double effet d'être incitatif pour les riches, de faire en sorte de payer moins d'impôts par leurs agissements sociaux, par leurs conséquences sociales sur la société, ce qui va amener moins d'inégalités et donc leur permettre de baisser leurs impôts grâce au coefficient. Vous voyez le cercle vertueux que ça engendre. Et là, on a un système qui fonctionne pleinement sur le XXIe siècle puisque c'est d'une telle complexité qu'il faut de l'intelligence artificielle pour le gérer. Il faut un système de documentation qui soit extrêmement précis. Et ça, c'est ce qui caractérise le XXIe siècle. C'est la toute-puissance du XXIe siècle. À bientôt.